C'est au cœur du Fouta Djallon, en Guinée française, dans le petit village de Peli-Foula-Yabé, que naît Mamadou Hatiba le 26 décembre 1916. Il est issu de la grande famille des Peuls ou Foula, ethnie venue paraît-il d'Égypte et implantée en Afrique de l'Ouest depuis le XIIIe siècle. Ses parents, Ibrahima et Hawaba, sont éleveurs, comme la plupart des Peuls du Fouta. Mamadou grandit au milieu des troupeaux, des montagnes, fréquente l'école coranique et dès l'adolescence voyage dans les villes voisines, Bomboli, Pita, Mamou, Labé. Il finit par croiser la route d'une famille française, les Maurice, qui, au moment de rentrer en France, lui propose de l'emmener avec eux. Il a à peine 19 ans lorsqu'il embarque en gare de Mamou, direction Conakry, emportant avec lui un vieux Coran offert par son père et une photo de sa mère et de sa sœur, Fatoumata. Il faut presque 2 jours au petit tortillard pour rallier la capitale, après avoir vaillamment traversé les crêtes escarpées et les vallées profondes du Fouta. Mamadou découvre alors Conakry, la grande ville, la cohue de son marché, les animations de ses rues commerçantes tracées au cordeau, et ses élégantes avenues bordées de palmiers conduisant à la mer. À l'extrémité de la ville se trouve le port, où des cargos venus de France embarquent les productions de la colonie. Le caoutchouc, la banane, le café, le cacao, l'huile de palme. Des navires affrétés par les chargeurs réunis assurent des liaisons régulières avec les ports de Marseille, Bordeaux, La Rochelle. C'est sur l'un d'eux, le Foucault, le Brazza, qu'embarque Mamadou. Bientôt, les côtes d'Afrique disparaissent dans le sillage du bateau. Mamadou leur adresse un dernier adieu. Les Maurice sont originaires de Langeais, petit bourg des bords de Loire où Ernest, le père, officie comme percepteur. Langeais, c'est la vieille France, celle des châteaux Renaissance, celle de Rabelais et de Ronsard, celle où l'on parle le français le plus pur, sans le moindre accent. C'est là, à l'ombre des hautes murailles du château de Charles VIII, que Mamadou fera son apprentissage de la métropole. La famille est installée place du 14 juillet, dans l'une de ces belles demeures bourgeoises où réside la notabilité locale, en face du kiosque à musique tout à côté de la mairie. Durant ces premières années, le jeune Peul s'habitue au pays, en apprend les coutumes, les usages, découvre les rigueurs de l'hiver. Il se mue bientôt en un élégant jeune homme, toujours bien mis. Peut-être les Maurice, déjà âgés, voient-ils en lui le fils qu'ils n'ont jamais eu. Il semble même respecter sa foi religieuse, qu'il continue à cultiver avec ferveur. Si Mamadou se fait discret aux yeux des Langésiens, on lui dit proche du docteur Pellet, haute personnalité locale, futur résistant, qui deviendra maire de la ville après la guerre. Après 3 années passées à Langeais, Mamadou se sent suffisamment assuré pour tenter une nouvelle aventure. Il a maintenant 22 ans et tourne désormais son regard vers Paris. Il débarque à la gare d'Austerlitz un beau jour de 1938. De là, il n'y a que le jardin des plantes à traverser pour rejoindre la grande mosquée de Paris. Mamadou y retrouve un morceau d'Afrique, se fait rapidement des amis à l'Institut musulman et ne ratera plus désormais l'heure de la prière. Il s'installe dans la rue même de la mosquée, rue Geoffroy-Saint-Hilaire. Il fréquente régulièrement les salons du Café Mort et il se pourrait même qu'il y ait exercé ses talents de cuisinier. Si l'on sait peu de choses de sa vie parisienne, un fait est établi. Mamadou Hatiba est fier d'être musulman, fier d'être français, même si, au regard de la loi, il reste un sujet de l'empire colonial. Le 3 septembre 1939, la guerre avec l'Allemagne est déclarée. Mamadou s'engage au bureau militaire de Paris. Il est dirigé vers le dépôt 188 de Rochefort, où il doit se présenter le 14 novembre 1939. C'est ainsi que commence la longue épopée guerrière de celui que l'histoire retiendra sous le nom d'Hatiba. Affecté au 12e régiment de tirailleurs sénégalais, il est envoyé à Sanary, dans le sud, où l'armée cantonne traditionnellement les coloniaux pendant l'hiver. Tirailleur parmi les tirailleurs,
Adiba fait ses classes. En avril 1940, le 12e RTS réintègre la première division d'infanterie coloniale, à Varennes-en-Argonne, près de Verdun. Le combat est imminent. Adiba revêt sa tenue de campagne. Barda sur le dos, mousqueton de 1892 et le fameux coupe-coupe, arme distinctive des tirailleurs. Le 10 mai, le canon tonne et les blindés de la Wehrmacht foncent sur les Ardennes. La première DIC monte au combat. Tandis que Sedan tombe sous un déluge de bombes, Adiba connaît son baptême du feu devant Beaumont. Canonnade, assaut à la grenade, opération derrière les lignes, combat au corps à corps dans la forêt d'Argonne, les coloniaux résistent, harcelés par les attaques de la Luftwaffe. Mais il faut reculer face à l'implacable machine de guerre allemande, tandis que les villes évacuées achèvent de se consumer. Dans la région de Bar-le-Duc, le régiment d'Adiba oppose une résistance inattendue à l'armée allemande, du côté de Montplonne. Beaucoup de tirailleurs sont massacrés, car Hitler a donné l'ordre d'être sans pitié avec la soldatesque nègre. Là encore, il faut se replier dans la cohue indescriptible de la débâcle. L'exode pousse sur les routes des civils désespérés, fuyant sans même savoir où ils vont. Adiba et ses camarades parviennent aux portes de la Lorraine, à Aréville-les-Chanteurs, dont ils doivent défendre le pont. Ultime combat pour l'honneur. Épuisés, ils sont faits prisonniers et conduits à Neufchâteau, où sont parqués des centaines de coloniaux dans une ancienne caserne. Adiba n'y fait pas long feu. Il s'évade à la première occasion. Après plusieurs jours d'errance dans les forêts vosgiennes, il rencontre la famille Malière qui lui vient en aide. Pauline Malière est institutrice, farouchement républicaine et déjà résistante. Elle cache Adiba et d'autres tirailleurs dans son logement de fonction, au premier étage de l'école de Saint-Ouen-les-Parets. Puis, des habitants de Romain-au-Bois logent le jeune Africain dans une baraque forestière. La guerre a mis à mal son élégance d'hier, mais pas sa détermination. Très vite, il entre dans le cercle naissant de ceux qui refusent la défaite. Il rencontre bientôt Marcel Arburger, ferblantier de la Marche et futur chef de la résistance locale. Esprit libre, franc-maçon, socialiste, Arburger est une figure de la petite ville de la Marche dont il dirige la brigade de pompiers volontaires. Il réside au groupe scolaire où son épouse est enseignante. Un voisin instituteur, Georges Froitier, sera bientôt son adjoint en résistance. La campagne vosgienne garde le secret des premières actions clandestines d'Adiba sous la férule d'Arburger. Renseignements, constitution de réseau, évacuation vers la Suisse de prisonniers évadés, à l'image de cet aviateur anglais, Lawrence Walter Horn, qui l'aidera à quitter le pays en 1942. Début 1941, Adiba s'installe dans le petit village de Tolincourt. Le maire de la commune, Louis d'Ormois, ancien poilu de 14, le prend officiellement comme commis agricole. Il le loge dans une petite maison en haut du village. Louis d'Ormois et sa belle famille, les Pliants, accueillent le jeune homme comme un fils. Il se lie aussi d'amitié avec les Lerognons, le jeune couple d'instituteurs du village. En un mot, il s'installe et semble enfin avoir trouvé un chez-soi. Mais chacun sait qu'Adiba n'a rien d'un ouvrier agricole. C'est un soldat, bien décidé à continuer la guerre. Sur son vélo, sanglé dans son uniforme, il sillonne les routes de la région. Il s'invite dans les villages, dans les familles. Les enfants, qui n'ont jamais vu d'homme noir, frottent leurs petites mains sur ses bras pour voir si ça déteint. Adiba devient le noir de Tolincourt, connu et apprécié de tous. On lui réserve une place à table, on l'invite aux communions. Les jeunes filles s'intéressent à lui et il le leur rend bien. À la moindre occasion, il pose devant l'objectif, fier de son uniforme.
Fin 1942, Marcel Arburger est chargé d'organiser un maquis dans les environs de La Marche. À la demande des Allemands, le gouvernement de Vichy vient d'instaurer le STO, le service du travail obligatoire. Tous les jeunes de 20 à 22 ans doivent partir travailler en Allemagne pour soutenir l'effort de guerre nazi. Dans les campagnes, cette mesure est peu appréciée. Les jeunes se cachent, comme Paul Henrion. La ferme isolée de ses parents deviendra le principal relais du futur maquis. Depuis 1940, les Henrion cachent déjà un tirailleur évadé, Adama Djougal. Adiba est désigné comme chef du camp de la délivrance. Les premiers réfractaires au STO arrivent en mars 1943. Ils viennent de Lorraine, de Champagne, de Franche-Comté. Face à l'afflux des arrivants, on construit de drôles de huttes qui ne sont pas sans rappeler celles des Peuls du Fouta-Djallon. Un instituteur, Robert Pilon, qui est aussi sous-officier de réserve, est chargé de la formation militaire des jeunes recrues. Mais que faire sans armes, sans moyens, si ce n'est se cacher et occuper son temps comme on peut, entre jeux de cartes, braconnage, black-potage. Un farceur se fait même passer pour l'aumônier du camp et propose aux nouveaux arrivants de les confesser. Bientôt, les jeunes maquisards sont près de 120. 2 autres camps sont créés pour les accueillir. Adiba fait vivre cette drôle d'armée comme il peut. Toutes les nuits, il sillonne la campagne sur 30 km à la ronde pour trouver du ravitaillement dans les fermes, les moulins, les fromageries. Mais le 15 juillet 1943, 5 mois après sa création, le maquis est attaqué par les Allemands. On parle d'infiltration d'agents espions, de dénonciation. Les réfractaires ont été prévenus à temps et se sont envolés dans la nature, certains sous de faux noms comme Paul Henrion, qui devient Jean-Claude Barra. Adiba, lui, est arrêté dans sa maison de Taulincourt, blessé à la jambe après avoir tenté de s'enfuir. Il est incarcéré à la prison de la Vierge, à Épinal, où Arburger, arrêté un mois plus tard à Dijon, le rejoint bientôt. Les 2 hommes sont interrogés et torturés pendant près de 6 mois par la Gestapo. Ils ne lâcheront pas un mot, pas un nom. Le 3 décembre 1943, un tribunal militaire les condamne à mort, une dizaine d'autres personnes étant condamnées à la déportation. Adiba et Marcel Arburger sont fusillés dans la matinée du 18 décembre 1943. C'est ainsi que s'achève la longue épopée de Mamadou Adiba, jeune Peul du Fouta-Djallon, mort pour la France à l'âge de 27 ans.